bonjour, bienvenue pour cette première édition des Mardis de l'Info sur Capform Express. Nous sommes le 15 septembre 2020 et aujourd'hui notre webinaire sera consacré à l'actualité de l'apprentissage. Je suis Alexia Boyeux-Jeannecourt, conseillère en formation à l'Académie de Dijon et au GIP FTLV de Bourgogne, et j'ai à mes côtés Laurence qui va se présenter. Donc Laurence Moreau, conseillère en formation à la DRAFPIC de Dijon ainsi qu'au GIP FTLV de Bourgogne, donc en charge du développement de l'apprentissage. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de s'approprier ou du moins de se réapproprier le cadre de financement de l'apprentissage ainsi que les principales règles de sa mise en œuvre. Donc pour ce faire, nous allons faire déjà un petit point de calendrier, puisqu'il y a quand même beaucoup de textes qui sont sortis et beaucoup d'évolutions. On va ensuite s'interroger sur le modèle financier de l'apprentissage, bien sûr aborder le plan de relance avec les aides pour les entreprises, et puis pour finir, nous allons échanger sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l'apprentissage. Alors pour débuter, comme le contexte est quand même relativement mouvant, on pensait faire un petit point d'actualité sur les évolutions et essayer de replacer l'apprentissage dans un contexte un peu plus global. Le dernier cadre juridique, il a été posé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018. C'était une loi d'ampleur très importante, très systémique puisqu'elle touchait tous les pans de la formation, l'apprentissage y compris, avec un système de programmation sur 3 ans. Donc on se retrouve en fait dans l'application de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel depuis 2018, 2019, 2020, donc plusieurs étapes, sachant que par rapport à l'apprentissage, c'est une refonte complète du système avec une libéralisation du marché et puis de nouvelles règles par rapport au contrat d'apprentissage. Mais bien sûr, tout ça s'est fait dans un cadre économique ou dans un contexte relativement favorable. L'idée c'était surtout de simplifier les choses pour les entreprises, de lever un certain nombre de freins, d'innover et de faire en sorte que le système reflète bien les changements du marché du travail. Malheureusement, donc, le contexte actuel est complètement différent. On a eu donc la crise Covid sur le volet sanitaire avec une ordonnance sanitaire le 1er avril qui a dû tenir compte des circonstances exceptionnelles, donc en rallongeant les durées de contrat, en basculant les contrats en présentiel à distance, etc. Donc circonstances exceptionnelles. Puis il y a eu des confinements et suite au déconfinement, on est sur une nouvelle phase qui est plus une logique de crise économique avec la nécessité de relancer l'activité ou en tout cas de faire en sorte d'investir massivement pour sécuriser les emplois. Et donc on est sur ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de relance, qui a aujourd'hui un nom, France Relance. L'idée étant de permettre de retrouver à l'horizon 2022 une activité qui serait à peu près comparable à celle qui était celle de 2019. Donc il y a plusieurs grands axes dans ce plan de relance. L'apprentissage est bien sûr quelque chose qui est pris en compte puisqu'on est toujours sur la volonté de développer assez massivement l'apprentissage et d'en faire une voie d'excellence en France. Donc on veut éviter bien sûr que le souffle positif de la réforme ne reste figée par la crise économique. Donc il y a un volet massif de financement, donc il y a 35 milliards d'euros consacrés à la cohésion sociale et territoriale. C'est dans ce cadre-là que vont rentrer un certain nombre de supports pour les entreprises, notamment le plan jeune, pour lequel l'apprentissage est impacté. Donc le plan jeune, l'idée c'est que chaque jeune puisse avoir une solution, soit d'emploi, soit de formation. Et donc l'apprentissage est une de ces solutions. Donc nécessairement, le calendrier, il est un peu impacté. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on est encore sur l'application de la réforme de 2018, puisque les dernières mesures, finalement, ont été adoptées fin 2019, début 2020, donc on est sur des textes encore récents. On est sur même le programme d'application, puisqu'on avait, par exemple, la labellisation qualité qui était prévue déjà depuis 2018 avec une fenêtre d'application en 2022. Et en parallèle, on est sur la fin des mesures exceptionnelles et puis l'application du plan de relance. Donc on est sur quelque chose qui est quand même relativement complexe. Un petit focus aussi sur le volet financement de l'apprentissage, puisque c'est quelque chose qui a changé et qui n'est pas toujours très très clair pour savoir comment sont financés aujourd'hui les contrats. Donc l'idée en 2018, c'était de simplifier la vie des entreprises. Alors pour ça, on a décidé de regrouper en fait l'ancienne taxe d'apprentissage et la contribution formation continue dans une seule assiette, dans une sorte de pot commun qui va permettre ensuite de financer des dispositifs de formation.
C'est ce qu'on appelle la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, qui représente environ 10 milliards d'euros, assis sur des pourcentages de la masse salariale brute des entreprises. Alors, c'est une fiction juridique parce que derrière, on a quand même bien l'ancienne taxe d'apprentissage qui est toujours là, avec les mêmes taux, avec les mêmes systèmes d'exonération. Elle représente 0,68% de la masse salariale des entreprises qui y sont assujetties. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité ne part pas dans le pot commun. En fait, il y a seulement 87% du global qui part dans le pot commun, collecté à terme par le réseau URSSAF. Je dis à terme parce qu'il y a un petit décalage dans les délais. Ça devait être 2021, ça sera 2022. Cet argent repart ensuite à France Compétences, qui est le grand répartiteur de tous les fonds de la formation et de l'alternance, qui va ensuite reverser à différents interlocuteurs, notamment pour ce qui nous concerne par rapport à l'alternance, aux opérateurs de compétences. Il faut savoir que l'alternance, en fait, c'est une enveloppe financière unique dans laquelle on va retrouver le financement du contrat d'apprentissage, mais également du contrat de professionnalisation, de l'aide au permis de conduire des apprentis, du soutien du tutorat, vraiment de tout ce qui est lié à l'alternance. Et c'est l'enveloppe financière, dans les différentes enveloppes qui sont gérées par France Compétences, qui est la plus importante, de l'ordre de 65 à 70% de l'ensemble. Donc effectivement, Alexia, un nouvel interlocuteur qui apparaît dans ce nouvel écosystème, donc l'OPCO, opérateur de compétences, au nombre de 11, donc, et ce depuis le 1er avril 2019. Ces 11 OPCO, en fait, sont issus d'un rapprochement des 26 ex-OPCA et 37 OCTA, donc opérateurs collecteurs de taxes d'apprentissage. Donc on a effectivement à l'écran un certain nombre d'opérateurs qui ont pour objectif de financer l'alternance, donc contrat de professionnalisation et d'apprentissage, avec des niveaux de prise en charge définis. Également une fonction d'appui aux branches professionnelles en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi qu'un service d'appui aux services TPE-PME pour la formation professionnelle. Effectivement, c'est un acteur incontournable qui participe de cette volonté politique d'élargir l'apprentissage. Donc on voulait juste revenir sur quelques chiffres qui sont des chiffres 2019, donc à prendre avec du recul, puisque peut-être que les chiffres qu'on aura en fin d'année 2020 seront complètement différents. C'est juste pour faire un premier point sur l'application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec une augmentation du nombre de CFA. On est passé de 965 au niveau national à 1200 à la fin de l'année 2019, puisque l'idée de la loi, c'était de faire en sorte que tout organisme de formation puisse mettre en place des actions d'apprentissage. On peut également avoir des CFA d'entreprise. Une volonté aussi d'étendre le public avec un âge qui a été porté à 29 ans révolu et avec une augmentation assez significative du nombre de contrats d'apprentissage. Si on regarde les chiffres 2018 puis 2019, ça vaut pour le volet national, ça vaut aussi pour la Bourgogne-Franche-Comté, puisque sur notre territoire, on a eu une hausse d'environ 15% du nombre de contrats d'apprentissage en 2019 sur le secteur privé et 2% sur le secteur public. Donc la réserve qu'on peut faire, c'est que ce sont des chiffres avant la crise, donc il va falloir voir si les mesures de soutien qui sont prévues par le gouvernement dans le cadre du plan de relance suffisent à limiter peut-être un effet d'évaporation. Et puis un autre chiffre qui est important, c'est celui du nombre de recommandations qui avaient été émises par France Compétences dans le cadre des niveaux de prise en charge de l'apprentissage. On est sur un modèle qui n'est plus la subvention qui vient des régions, mais sur un modèle qui est le modèle plus habituel de la formation continue, c'est-à-dire un financement sur des niveaux de prise en charge qui sont déterminés par les branches professionnelles, donc en lien avec les OPCO présentés par Laurence. Donc les OPCO et les branches ont remonté un certain nombre de tarifs à France Compétences qui a dû réguler et donc on est aujourd'hui sur des coûts contrats qui sont déterminés par France Compétences au niveau national et qui peuvent être réétudiés si c'est nécessaire. Donc effectivement, Alexia, donc un plan de relance annoncé dès la période de déconfinement fin juin par le gouvernement, des aides exceptionnelles à destination de l'alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, avec des mesures vraiment spécifiques sur ces deux contrats d'alternance, avec des caractéristiques bien évidemment pour chacun d'entre eux. Donc pour l'apprentissage, effectivement des règles d'entrée, donc sur l'âge, l'éligibilité au contrat d'apprentissage.
Vraiment un point important à retenir, cette aide est donc valable pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 août 2021, et donc pour la première année de formation en alternance. Donc une aide qui va se monter à 5 000 € pour un mineur, donc un apprenti ou un alternant mineur, et 8 000 € pour un majeur. Donc l'objectif de ces aides est de contribuer donc au développement de l'alternance pour des certifications qui relèvent de titres ou de diplômes professionnels de niveau égal ou au niveau 7, donc du CAP au master, et donc pour les contrats de professionnalisation comprend également les CQP. Donc un peu plus large pour les contrats de professionnalisation au niveau de la formation visée, c'est-à-dire que comme c'est la logique sur le contrat de professionnalisation, on peut faire un certificat de qualification professionnelle, on peut même éventuellement signer un contrat de professionnalisation qu'on appelle expérimental, c'est-à-dire sans certification, à condition qu'on soit sur un accord entre le salarié, le candidat, l'entreprise et l'opérateur de compétences sur, par exemple, des compétences pour lesquelles il n'y a pas de certification existante enregistrée. Ça peut être un exemple pour une évolution au sein d'une entreprise dans une branche particulière. Et puis, une chose importante à noter, c'est que pour le contrat de professionnalisation, les aides ne sont pas possibles dans tous les cas, puisqu'il y a une limite par rapport à l'âge du bénéficiaire qui est moins de 30 ans, alors qu'on a des contrats de professionnalisation pour des demandeurs d'emploi qui peuvent avoir 45-50 ans. Là, il n'y aura pas d'aide possible. On est sur le plan jeune, donc on est sur un soutien des publics de moins de 30 ans. Par contre, on se retrouve sur les mêmes configurations en termes de date, c'est-à-dire fin deuxième semestre 2020 et début d'année 2021. Il faut bien faire attention à ces dates qui peuvent empêcher ensuite l'utilisation de l'aide, qui est quand même très intéressante pour l'entreprise. Tout à fait. Sachant que cette aide est gérée par l'Agence de services et paiements via la déclaration sociale nominative pour les contrats d'apprentissage et la remontée mensuelle des bulletins de paye pour les contrats de professionnalisation. Et donc, petite précision, c'est bien une aide pour le secteur privé et c'est pas une aide qui court sur le contrat d'apprentissage dans le secteur public, sauf ce qu'on appelle les établissements publics industriels et commerciaux, les EPIC, qui ont un statut public mais une gestion privée et qui peuvent donc bénéficier de ces aides. Alors, on a fait un focus global sur l'apprentissage. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de s'interroger un peu plus en détail, on va dire, sur les règles du jeu, sur les modalités de fonctionnement. Alors, j'ai envie de te demander, Laurence, en pratique, on a un candidat, on a une entreprise, ensuite on va avoir soit un CFA Greta, soit un CFA et un Greta, tout dépend des modèles choisis par les académies. Comment ça se passe entre ces différents acteurs ? Tout à fait, Alexia. Alors, le candidat ou l'entreprise va s'adresser au Greta pour un contrat d'apprentissage. Donc, l'entreprise a trouvé son candidat en alternance et le candidat a trouvé son entreprise. On peut être dans les deux cas de figure. Premier cas, donc la formation existe sur le territoire, auquel cas donc l'inscription se fait soit au CFA, si c'est un portage par l'Académie de l'apprentissage par le CFA, soit au Greta CFA. Donc, soit la formation n'existe pas encore, donc ça répond à un besoin du territoire en proximité, auquel cas une étude se fait avec le CFA ou le Greta sur la possibilité d'intégrer cet apprenti dans un groupe en mixité, dans un EPLE ou dans un groupe Greta. Ensuite, les modalités pratico-pratiques, eh bien, donc, le jeune va remplir un dossier de candidature pour s'inscrire au CFA donc, qui porte cette formation. L'entreprise, dans un second temps, va manifester son intention d'embauche du jeune, qui ne vaut pas encore engagement légal, c'est une promesse d'embauche. Et donc ensuite, ce recrutement va se matérialiser par la signature d'un contrat d'apprentissage que l'entreprise donc, va émettre en remplissant un certain nombre de données et va transmettre au CFA. La direction du CFA le complète et le renvoie ensuite à l'entreprise accompagnée d'une convention de formation. Donc ça, c'est une réelle nouveauté. Cette contractualisation par convention avec l'entreprise n'existait pas auparavant. Donc là, c'est maintenant une disposition qui est prise. Et donc, c'est ensuite à la charge de l'employeur de transmettre
à son OPCO, si c'est une entreprise privée, et on verra pour les différences dans le public, cette convention et ce contrat pour le dépôt auprès de son OPCO. Ce point est important car il conditionne la prise en charge financière du contrat d'apprentissage. Ensuite, pour l'Académie de Dijon, par exemple, donc le CFA de l'Éducation nationale porte les contrats d'apprentissage. Il y a donc ensuite une seconde étape de conventionnement entre le GRETA et le CFA pour la coordination et le développement de l'apprentissage. Donc il y a effectivement un cadre juridique précis. On voit le rapprochement de l'apprentissage par rapport à la formation continue, avec la convention de formation qui existait traditionnellement sur le versant formation continue. Après, est-ce que les démarches sont forcément identiques sur le montage pour toutes les entreprises? Est-ce que si par exemple une collectivité territoriale sollicite l'organisme de formation, on va être sur le même type de circuit? Alors, pas tout à fait, effectivement. Selon l'employeur qui recrute un apprenti, il va y avoir des distinctions dans le circuit de contractualisation. Donc, on va distinguer les employeurs de type privé, donc les entreprises qui cotisent donc, pour la formation professionnelle et l'alternance, dont tout contrat d'apprentissage sera financé par le biais de leur OPCO. Donc là, c'est vrai que pour l'entreprise, c'est totalement gratuit. L'OPCO donc règle directement sur facturation du CFA. Donc l'entreprise n'a que le salaire de l'apprenti à prendre en charge. Ensuite, on va distinguer dans les employeurs de type public les administrations d'État qui, elles, donc, ne sont pas éligibles aux aides exceptionnelles que l'on a pu voir et qui vont financer en fait entièrement sur fonds propres le recrutement d'un apprenti. Et donc, il y a donc un devis et un contrat de formation qui est établi entre l'administration d'État et donc le CFA pour le conventionnement et la facturation directe. Pour les collectivités territoriales, une nouveauté donc qui est toute récente, on va dire, qui a été actée cet été, le CNFPT va venir en fait en soutien à hauteur de 50% du coût de la formation, du niveau de prise en charge qui a été négocié et défini avec France Compétences. Donc là, en fait, le CFA va facturer 50% à la collectivité territoriale, type conseils départementaux, régionaux ou communes, et 50% au CNFPT par le biais d'une convention. Donc on voit bien effectivement des circuits différents en fonction de l'employeur qui recrute l'apprenti. Pour les associations, en général, elles cotisent également un OPCO. Ça, vous le verrez dans le support. Effectivement, ça dépend du nombre de salariés, mais elles sont également rattachées à un OPCO et donc, à ce titre, peuvent bénéficier de la prise en charge de leur contrat d'apprentissage. Effectivement, c'est des points importants à connaître avant de se lancer dans le montage complet du dossier. Et puis, si on extrapole encore un petit peu, est-ce que tu pourrais nous préciser quelles sont les règles du jeu par rapport au contrat d'apprentissage ? Les grands points auxquels il faut faire attention quand on a, par exemple, un candidat qui vient nous voir et qui souhaite faire un parcours de formation en alternance. Oui, tout à fait. Alors, le premier point, c'est les critères d'éligibilité qui, pour l'apprentissage, est l'âge. Donc, pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage, on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir 29 ans révolus à la signature du contrat. Donc ça, c'est vraiment le critère, je dirais, à vérifier des projets d'alternance. Il existe 3 types de dérogations. Pour la personne en situation de handicap, où là la limite d'âge est sans limite, elle n'existe plus, tout à fait. Également, s'il y a un projet de création et de reprise d'entreprise, donc là, pareil, la limite ne s'applique plus. Et enfin, pour les sportifs de haut niveau, également, une dérogation est prévue pour qu'ils puissent signer leur contrat d'apprentissage. Donc des accès, on va dire, à titre dérogatoire, mais qui restent quand même à la marge en retenant cet âge de 29 ans. Ok, donc le public. Après, sur le montage de mon alternance, sur la durée du parcours de formation que je dois prévoir. Alors, le point de vigilance à avoir, c'est que donc on peut maintenant signer un contrat donc de 6 mois à 3 ans. Donc là, ça a un petit peu évolué, ce qui permet aussi d'individualiser des parcours en fonction effectivement du parcours, des acquis du futur apprenti.
Un point important par rapport au montage de son projet, de son parcours de formation, c'est que 25% de la durée totale de la formation doit être en centre. Donc sur la durée totale, période d'entreprise et centre, 25% doivent être consacrés à l'enseignement théorique en centre. Donc ça, ce sont vraiment des points intégrés dans l'ingénierie de formation du parcours du jeune. Et du coup, le jeune est accompagné. On est toujours dans la même logique par rapport au maître d'apprentissage. Tout à fait. Donc le maître d'apprentissage a vraiment un rôle d'accompagnement et est en lien avec le centre de formation. On est vraiment dans un esprit de co-formation avec des outils et un livret d'apprentissage qui permet de suivre le parcours du jeune. Et il a vraiment un rôle à part entière dans la professionnalisation et l'obtention du diplôme et du titre professionnel. Alors, on est plus au clair sur le public, sur le montage, on va dire, du parcours de formation, l'ingénierie. Est-ce que tu as en tête des points de vigilance ou des éléments sur lesquels il faut être particulièrement attentif quand on veut mettre en place l'apprentissage ? Oui, alors c'est vrai que la loi LCAP a changé beaucoup de choses, effectivement a simplifié le système, notamment pour les entreprises et les candidats. Simplement du point de vue administratif et circuit, il faut être vigilant sur le conseil qu'on peut apporter aux entreprises, notamment sur le délai de 5 jours dont bénéficie l'employeur pour transmettre en fait le contrat et la convention à l'OPCO. Ça, c'est vrai que c'est un délai qui est assez court, donc il faut quand même être vigilant sur ce point et bien alerter nos interlocuteurs sur ce point. Également les frais d'hébergement et de restauration, si le jeune est accueilli dans un établissement, ils peuvent être pris en charge à condition que ces frais annexes soient inscrits sur la convention de formation établie entre le CFA et l'entreprise. Il faut bien anticiper, effectivement. Tout à fait, des petits points à prendre en compte pour que l'ensemble du contrat se déroule dans les meilleures conditions. Bien sûr, le point de vigilance, on l'a vu par le biais du tableau sur les aides exceptionnelles, c'est effectivement la taille de l'entreprise et les conditions d'éligibilité pour avoir cette aide. Donc là, on a vraiment un rôle de conseil auprès des entreprises et des employeurs d'apprentis. Donc être bien vigilant sur les conditions et sur les dates du 1er juillet au 28 février 2021. Ça, c'est vraiment important. Enfin, par rapport à l'OPCO, il faut insister sur le fait, donc là c'est plus le côté gestion, mais effectivement ils sont structurés de façon récente, donc ils ont encore chacun des outils propres ou des circuits qui leur sont propres ou particuliers, avec des plateformes de gestion, donc une gestion... Il faut s'adapter à la diversité des opérateurs de compétences. Des acteurs, tout à fait. Et le dernier point, non moins le plus important, la certification qualité qui va s'imposer donc à l'ensemble des CFA à partir du 1er janvier 2022 avec les 32 critères à respecter du référentiel national qualité. Effectivement, on a encore la démarche Calliope qui est en cours de construction et de stabilisation au niveau des CFA et qui a un point de passage, on va dire, obligatoire, puisque sans labellisation qualité après le 1er janvier, on ne pourra pas répercuter le financement qui vient des opérateurs de compétences, puisque pour récupérer des fonds mutualisés, il faut ce système de label qualité. Donc ça, c'est encore un rendez-vous à suivre dans les semaines, les mois qui viennent. Donc on en a fini sur ce point d'actualité apprentissage. Merci pour votre écoute. On se retrouve sur de nouveaux rendez-vous de l'information d'ici quelques temps consacrés à d'autres thématiques. En attendant, Laurence et moi, nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Et puis pour les collègues de l'Académie de Dijon qui sont inscrits dans le cadre du plan de professionnalisation, on se retrouve le 29 septembre pour un temps d'échange, questions-réponses, pour aller encore un peu plus loin sur le volet apprentissage. Voilà, nous restons à votre disposition pour toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Merci. Merci.